D'abord, merci pour l'invitation, parce que c'est toujours difficile de parler d'un génocide qui n'est pas le sien, et d'être invité par les siens pour représenter les leurs. Bien, nous sommes en France, donc depuis 2001, nous n'avons pas à défendre l'existence du génocide des Arméniens, puisqu'en fait, il a été reconnu officiellement. Donc, vous avez été tous à peu près au courant du problème de la pénalisation par la suite, qui s'est soulevé par un échec, mais on a l'habitude, donc on continuera jusqu'à ce que ça passe d'une manière ou d'une autre, toujours sur le plan diplomatique et sur le plan politique. Mais là, le point de vue de la conférence est un peu différent. Dans quel sens? C'est à partir du moment où on a des faits historiques qui ne sont pas remis en cause de façon sérieuse, eh bien, on peut s'interroger sur la façon d'aborder le problème quand il s'agit de parler du processus de réparation, de la notion de restitution, de la notion de pénalisation et de l'ensemble des reconnaissances qui sont intervenues au cours de ces décennies à partir de cette date charnière du 1915. Tout d'abord, il faut se rendre compte que les faits sont nettement antérieurs, bien sûr. Vous pouvez le voir par les actes, les minutes du Congrès de Berlin de 1878, où on a eu la première intervention de la part des représentants arméniens qui affirment à ce Congrès et informent les membres du Congrès, à savoir donc les grandes puissances, qu'il y a déjà des problèmes sur le plan des droits de l'homme en Anatolie, dans l'Empire ottoman, et nous sommes en 1878. Donc vous voyez, c'est bien avant 1915. Je le précise, pourquoi? Parce que des fois les gens, même les Arméniens, les Grecs, les Assyriens, je veux dire les gens vraiment concernés, ont tendance à penser qu'il faut mettre en avant cette date. C'est vrai qu'elle représente un peu le paroxysme, mais ce n'est pas simplement cette date, parce que tout simplement, on ne peut pas éliminer, génocider 1,5 million de personnes toutes le 24 avril. Donc, il y a un travail de préparation. Il y a une grande différence, justement, entre le génocideur et le génocidé, c'est que le système qui génocide, selon les termes de Lemkin, commet un acte qui est réfléchi, qui est géré sur le plan stratégique et géopolitique, et qui est défini de manière à être efficace. De l'autre côté, la victime ne sait pas que se prépare un génocide. Et je vais prendre un exemple ici très simple. Imaginez donc que nous sommes sur Clermont, et je vous dise qu'à Ferrand, puisque ça s'est réuni, il s'est passé un génocide. Eh bien, essayez de réfléchir à votre réaction. La plus naturelle, c'est de penser que c'est faux. Ensuite, vous allez devoir vérifier. Ensuite, vous serez peut-être les prochaines victimes sans vous en rendre compte, parce qu'en fait, vous n'étiez pas préparé à ça, parce que personne n'est préparé à un génocide et surtout à le subir. Parce qu'on pense qu'on est innocent. Mais en fait, on est innocent, mais d'autres personnes ont décidé qu'on était coupable et même condamné. Donc la difficulté, on le verra, je pense, sur la carte par exemple, on verra par la suite au cours de la conférence, et si vous regardez le nombre de déportations, si vous regardez le nombre de génocidés, vous allez vous rendre compte qu'il fallait tout un système pour faire ça. Ça correspond à la définition du génocide, un mot créé par Raphaël Lemkin, qui a décidé de définir cette entité de façon juridique, parce que la notion de massacre, la notion de mise à sac ne sont pas suffisantes pour définir une telle horreur. Même pas, en fait, un crime contre l'humanité, parce que les génocides sont des entités particulières au sein des crimes contre l'humanité, c'est-à-dire qu'on peut avoir un crime contre l'humanité sans être un génocide. Donc c'est très important de se rendre compte du caractère systématique de la destruction, ce qui veut dire qu'il y a une préparation.
En fait, le génocide va commencer véritablement en 1894 avec ce qu'on appelle traditionnellement les massacres hamidiens par Sultan le Rouge, défini comme ça à cause justement de ce qu'il a fait. Et là, on va se rendre compte qu'on a une difficulté opératoire à savoir comment dénombrer le nombre de victimes, est-ce que ça a vraiment eu lieu, etc. Ça va se continuer donc par le gouvernement des jeunes Turcs, et on va conclure avec Kemal. Donc cet ensemble-là va commencer en 1894, se terminer en 1923, et comme je le disais, avec le grand pic en 1915. Alors pour vous rendre compte, parallèlement et de façon simultanée, ont lieu évidemment le génocide des Assyriens et le génocide des Pontiques, c'est-à-dire les Grecs du Pont. Et tout ça représente quoi? Représente 1,5 million de génocidés arméniens, 750 000 de génocidés assyriens et 350 000 génocidés grecs. Donc vous voyez que ça représente quand même une énorme population, et vous pensez bien que c'est quand même difficile d'éliminer ces personnes sans organisation. Alors je vais vous donner un exemple que j'ai l'habitude d'utiliser pour que les gens se rendent compte de la difficulté. Imaginez par exemple un feu de forêt. Si je vous dis par exemple qu'il y a 1,5 million d'arbres qui ont brûlé, eh bien vous avez une tendance naturelle à considérer que ces arbres étaient à côté. Là, ce qu'il faut vous rendre compte avec le génocide, c'est qu'il faut brûler chacun des arbres séparément. Ça ne se contamine pas, le feu. Donc, il faut faire cet acte 1,5 million de fois. Eh bien, essayez d'estimer le temps que ça prend. Vous allez vous rendre compte que ça ne peut pas être ce qu'on appelle un simple crime, et même un simple crime organisé. C'est un crime géopolitique. Alors, pourquoi les Arméniens sont génocidés? Souvent, justement, même les Arméniens considèrent qu'ils sont nés victimes. C'est faux. L'Arménien n'est pas né victime. Il a une très grande culture diachronique depuis des milliers d'années. Ça fait partie des peuples autochtones de la région. Le problème, en réalité, provient de la tendance géopolitique de l'époque, à savoir l'épuration ethnique. Donc, comme les Arméniens avaient un haut degré de culture, de civilisation, il commençait à être gênant. Pourquoi? Je vous rappelle qu'à l'époque, justement, on essaie de redéfinir, suite à la crise de l'Empire ottoman, qui est en train de se démanteler, on essaie de redéfinir ce qu'on appellera par la suite la Turquie. Le mot turc signifie fort, et en fait, le regroupement se retrouve autour de ce terme, et non autour d'une histoire. C'est d'ailleurs pour ça, vous allez vous rendre compte qu'on a une réforme qui est faite avec Kemal, au niveau même de l'écriture. Avant, dans l'Empire ottoman, on utilisait l'écriture au Spanli, donc en gros, ça pourrait ressembler à de l'arabe littéraire, et par la suite, on passe à l'alphabet latin. C'est pour vous montrer à quel point ça peut changer à cette époque. Donc, il s'agit en fait de 3 régimes totalement différents, mais ce qui est important au niveau génocidaire, c'est que l'un va prendre le relais de l'autre. Et tous les 3, alors qu'ils sont les uns contre les autres, ils vont faire exactement la même chose, de manière à ce que ce qui reste à la fin, ce soit une population qui soit plus du tout chrétienne. Donc, vous parlez de ça à cette époque, 100 ans après, ça peut paraître difficile, mais je pense que vous-même, déjà depuis l'année dernière et cette année encore, vous avez eu déjà des images qui se déroulent maintenant et qui ressemblent énormément à ce qu'on est en train de décrire, sans que vous ayez besoin d'être convaincu. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une destruction systématique, aussi bien des humains, mais aussi de l'aspect culturel. C'est-à-dire, la question que vous pourriez vous poser est la suivante. Pourquoi mettre à sac des tombes? C'est quand même pas les gens qui vont renaître et se mettre à combattre comme prétendument on le fait. Eh bien, en fait,
l'idée du génocide est la suivante. C'est qu'un génocide n'est pas conçu pour éliminer seulement les jeunes qui sont présents, mais il est fait aussi pour éliminer les gens qui vont venir. La plupart du temps, on ne dénombre dans les victimes que les victimes de l'époque. Or, on a du mal à comprendre, par exemple, pourquoi les femmes enceintes sont tuées et aussi leurs enfants. Eh bien, c'est dû simplement au fait... Oui. C'est trop fort? Ça résonne. Ah, ça résonne, d'accord. Bon, on va le pousser. Est-ce que ça va mieux? Oui. Voilà. C'est bien, vous êtes quand même réactif. Vous auriez pu attendre la fin de la conférence pour me dire que c'était résonnant. Donc, qu'est-ce qu'il faut se rendre compte? Il faut se rendre compte de la difficulté à concevoir le crime. La plupart des gens ont eu tendance à démarrer à partir du crime, à le généraliser, le rendre collectif, et ensuite, petit à petit, passer au crime de guerre, passer ensuite au crime contre l'humanité et au génocide. C'est une mauvaise démarche, que ça prouve en fait qu'on est dans un cadre de généralisation, et c'est faux. Le génocide, il est viscéralement différent, c'est-à-dire, si Lemkin a décidé d'avoir une autre appellation, sans tenir compte même du nombre de victimes, c'est pour définir justement la systématisation de la destruction. Donc on ne détruit pas ce qui est présent, on détruit ce qui va venir. C'est difficile à concevoir dans un premier temps, mais il faut vous rendre compte, par exemple, qu'à l'époque, les Arméniens, ils étaient 3 millions. Eh bien, 100 ans après, ils sont à peu près 3 millions. Vous voyez? Et ça, ce n'est possible que parce qu'on a éliminé 1,5 million. Parce que ce n'est pas normal, après 100 ans, qu'on ait à peu près cette équivalence en termes de vivants. L'idée, c'était quoi à l'époque? C'était d'éliminer toute trace, et pour vous le prouver, c'est très simple, il suffit de voir l'ensemble des congrès et des conventions qui ont eu lieu. Si vous arrivez jusqu'au traité de Sèvres de 1920, il y a la définition de l'Arménie, il y a la définition d'une Arménie même très grande, bien plus grande que l'Arménie actuelle, et si vous allez au traité de Lausanne, il y a la disparition totale de toute référence à l'Arménie. Pas à l'Arménie, même aux Arméniens. Donc pour vous rendre compte, c'est que déjà, juste en lisant les traités à partir de Berlin, les premières références, Sèvres, la définition et la délimitation de l'Arménie, et ensuite Lausanne, la disparition de toute référence, et vous avez en fait l'accomplissement d'une politique qui considérait qu'elle avait réussi son objectif en considérant que plus personne ne se souviendrait du génocide des Arméniens. Pour vous rendre compte à quel point c'est subversif, la plupart des gens, même maintenant, continuent d'appeler le génocide des Arméniens génocide arménien. Or, c'est une erreur fondamentale, parce qu'évidemment, c'est un génocide turc. L'adjectif épithète est mal placé. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'il a fallu presque 100 ans pour en arriver maintenant à considérer que ce n'était pas simplement un acte irréfléchi qui a été effectué à cette époque sans aucune arrière-pensée, qu'au contraire, c'était un acte totalement réfléchi, totalement prévisible et en fait prévu. Et là, on va rentrer dans une difficulté, parce que si vous regardez l'ensemble des textes et l'ensemble des télégrammes qui ont été envoyés à cette époque, vous allez voir que les déplacements de population sont bien des réalités concrètes, que les massacres, vous avez pu voir les photos comme il nous a indiqué précédemment. Il faut vous rendre compte qu'à l'époque du génocide des Arméniens, il y avait des directives de la part des autorités de photographier les victimes, et en particulier les têtes. C'est pour ça que vous voyez des tas de têtes où on dénombre le nombre de victimes. Il faut vous rendre compte que les populations qui effectuaient ces génocides étaient des fois payées pour le faire, et donc ils étaient payés à la tête. Il va y avoir une énorme différence qui va s'effectuer par la suite, puisqu'ensuite il va y avoir une interdiction de toute photographie.
Parce qu'ils se sont rendus compte, évidemment, les autres personnes, en dehors du système et du régime turc, voyaient ces photos. Donc ça faisait en fait des preuves, quelque chose qui était accompli. Par la suite, on en est arrivé au stade, ce qu'on appelle la définition de massacre blanc, à avoir des déplacements de population. Et vous savez, quand on les appelle comme ça, sans parler de déportation, on ne se rend pas bien compte de ce que ça veut dire. En fait, c'est des déplacements forcés qui ne mènent nulle part. Alors, si vous voulez avoir un exemple concret analogue, eh bien, ça s'est passé en Argentine. On mettait les prisonniers sur une grande ligne, on leur faisait faire un trou, ils ouvraient le trou, après on les déplaçait d'un cran et ils remplissaient le trou. Et on recommençait un cran. C'est pour vous donner un exemple qu'il ne s'agit plus simplement de travaux forcés, il s'agit de travaux que Camus pourrait qualifier, si vous voulez, d'absurdes. Parce qu'ils ne sont effectués pas pour un travail, mais simplement pour éliminer la personne. La notion de massacre blanc intervient quand on fait déplacer des personnes de façon massive avec des conditions climatiques très difficiles. Donc évidemment, la plupart d'entre eux meurent. Et ensuite, quand on accuse des personnes de leur mort, elles disent « ce n'est pas nous, c'est le climat, elles n'ont pas tenu le coup ». Mais sans préciser exactement où elles allaient. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on avait une conversation. Si vous remarquez bien les photos des victimes, parce que des fois, par notre sensibilité, des fois même ça vire au dégoût parce qu'on a du mal, eh bien il faut vous rendre compte qu'il y a des choses qu'on peut voir. Par exemple, si vous voyez des gens squelettiques, en général c'est des hommes. Vous allez voir très peu de femmes squelettiques. En fait, celles qui sont éliminées, elles sont encore prétendument en bonne santé, mais elles sont éliminées directement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on considère qu'elles ne feront pas de travaux. Les enfants, c'est encore pire. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous regardez la victimologie, vous allez vous rendre compte que déjà les photos vous indiquent des choses. C'est-à-dire que dans une population normale, quand vous voyez des victimes, par exemple des victimes de guerre, vous pouvez les repérer. Si vous voyez des victimes de génocide, vous pouvez de nouveau les repérer. C'est des caractéristiques auxquelles on ne fait pas attention dans un premier temps, et par la suite on se rend compte qu'elles sont fondamentales quand il s'agit de justifier ces actes. La différence donc au niveau du génocide des Arméniens, c'est qu'au départ on a énormément de matériel et ensuite on en a très peu. Et ensuite on a un autre problème qui apparaît au niveau des Arméniens, à savoir que le survivant se sent coupable. Alors c'est un phénomène qui paraît abstrait pour les autres personnes qui n'ont jamais subi un génocide, mais en général, il suffit de faire une transposition. Je vais m'adresser aux femmes en particulier, je pense qu'elles seront plus sensibles à cet argument. Une femme violée se sent d'abord coupable. Et il lui faut du temps pour se rendre compte elle-même qu'elle est innocente, et ensuite elle puisse accuser la personne qui l'a violée. Eh bien, ce phénomène-là est valable aussi pour des peuples. Et vous allez vous rendre compte qu'il y avait très peu d'Arméniens qui étaient capables de dire qu'ils étaient innocents et qui sont passés au stade du juste. La plupart considéraient qu'ils avaient fait une erreur. Quelque part, ils étaient fautifs. Et il a fallu des décennies pour changer ce point de vue. Alors c'est assez intéressant, c'est que maintenant, si on voit des jeunes Arméniens, ils sont très fiers d'être Arméniens. Mais évidemment, ils n'ont rien vécu de ce qui était précédent. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En général, leurs grands-parents et leurs arrière-grands-parents, s'ils sont très jeunes, ils n'étaient pas très fiers. Donc ils essayaient d'être incorporés dans la nouvelle masse, là où ils se trouvaient. Donc des fois, on a même des changements de nom. Ce nom caractéristique que vous voyez, des fois il a été modifié, et aussi au niveau des prénoms. Et ensuite, on avait des personnes qui n'étaient pas très fières parce qu'elles avaient subi des problèmes économiques. Donc elles avaient du mal à pouvoir prouver que c'était l'équivalent, si vous voulez, d'un asile politique. Ensuite, on a des gens qui se sont installés et finalement, ils ont essayé de retrouver leurs sources. Et en retrouvant leurs sources, ils se sont rendus compte qu'il fallait revendiquer. Donc les revendications
que vous voyez maintenant et vous considérez comme tout à fait naturel, eh bien c'est très simple, essayez d'y penser il y a 30 ans. Pour vous rendre compte, un des premiers pays à reconnaître le génocide des Arméniens, c'est l'Uruguay. Et on est dans les années 60. C'est-à-dire, en fait, 40 ans après les événements. Oui. Et en France, on l'a reconnu en 2001. Alors, si vous me dites, par exemple, que la France n'était pas très au courant parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'Arméniens, on aura du mal. En fait, on voit bien qu'il y a une autre difficulté, c'est qu'il y a une difficulté vis-à-vis de la propagande. À savoir que le génocide des Arméniens doit être jugé uniquement par des historiens. Donc on se rend compte en fait que c'est une idiotie. Pourquoi? Parce qu'un historien ne juge pas. Il examine l'histoire, il examine les faits, il les transcrit et il les étudie. En fait, ceux qui sont censés juger, au contraire, justement, c'est les gens qui appartiennent à la politique pour définir si un État a le droit de faire quelque chose par rapport à ce point de vue. On pourrait très bien, par exemple, reconnaître un génocide et dire que puisqu'il est reconnu, ça suffit. C'est pas la peine d'en parler. Bon. Eh bien, vous pouvez avoir aussi un autre stade, le stade de la pénalisation. Vous pouvez avoir aussi le stade qui nous permet en fait d'arriver au stade de la restitution et de la réparation. Par exemple, vous avez entendu parler de restitution de tableaux qui ont été effectués par la Russie, qui détenait ces tableaux via l'armée rouge, qui les avait pris à l'armée nazie, qui les avait pris évidemment aux Juifs. Et donc maintenant, ça, on l'entend et on trouve que c'est tout à fait normal que ça soit effectué, cette restitution. C'est la même chose qui se passe au niveau des Arméniens, simplement, pour l'instant, on en est essentiellement au stade de la pénalisation dans les pays les plus avancés et de la reconnaissance dans ceux qui ont fait le premier pas. Donc le processus de réparation prévoit aussi l'écriture des livres d'histoire, la restitution des biens. Vous savez, vous avez entendu parler des assurances. Hein? On avait cet effet lamentable, on avait des gens qui étaient assurés, il y avait des assurances vie au moment du génocide, je peux même le faire. Eh bien, ces sociétés d'assurance ont commencé à rembourser de manière effective les personnes qui pouvaient prouver qu'elles étaient de la descendance des victimes. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que maintenant, on est arrivé à un autre stade, qui est un stade plus stratégique, qui est très simple et en même temps très complexe. Très simple, dans quel sens? Il faut que les victimes s'unissent. Ça a l'air simple. Eh bien, le problème, c'est que la plupart des victimes regardent d'abord leur propre sort. Elles ont beaucoup de mal à communiquer à l'autre leurs problèmes et comprendre le problème de l'autre. Le problème qu'on a avec le génocide des Arméniens, c'est qu'en fait, il représente le fer de lance des génocides. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le processus de reconnaissance, bien sûr. Le génocide des Juifs, il a été reconnu sur le plan mondial. Donc, en fait, il n'y a personne qui se dit est-ce que ça existe ou pas, sauf évidemment les extrémistes. Mais le génocide des Arméniens n'a pas été reconnu par l'ensemble du monde. Et l'autre problématique, c'est qu'évidemment, il n'a pas été reconnu par l'État qui l'a effectué. Donc on a une très grosse différence avec l'Allemagne, par exemple, qui a reconnu que le régime nazi a commis un génocide. Donc, en tant qu'État successeur, elle a fait son travail. Normalement, on devrait attendre la même chose de la part de la Turquie. Et bien nombreux sont ceux qui se disent « Pourquoi on n'a pas l'équivalent ?» Eh bien, c'est très simple, parce que c'est plus compliqué. Dans quel sens? C'est qu'en fait, il y a 3 régimes qui se sont suivis, et tous les 3 ont fait la même chose, au lieu d'accuser le précédent d'avoir commis ces actes. Et donc, l'État actuel, il est fondé, si vous voulez, sur les ossements des victimes. Vous voyez, sur cette carte, vous pouvez voir l'ensemble du système mis en place pour éliminer ces personnes et pour faire en fait du nettoyage ethnique. L'idée, c'était d'avoir une nation pure. C'est toujours intéressant quand les gens parlent de pureté, en général, très rapidement, ils parlent d'élimination. Alors, ils ne parlent pas d'élimination au départ, mais ils parlent de pureté. Alors, il faut vous rendre compte que l'Empire ottoman est un empire cosmopolite.
Donc, parler de pureté dans ce cadre-là, ça veut dire qu'il faut éliminer tous les autres. Et c'est ce qui a été tenté. Et ensuite, il faut le faire de façon stratégique, c'est-à-dire subversive. Eh bien, vous allez vous rendre compte que le génocide n'a pas lieu de manière quelconque. Bien, il a lieu à partir du centre, ensuite il va s'étendre, il va aller vers les montagnes, il va aller vers le bord, et il va se conclure en bord de mer. Pourquoi? Parce que c'est une façon en fait de régler le problème à l'intérieur sans que les autres puissent s'en rendre compte. Je vous parle de ces techniques pour vous rendre compte qu'en fait, ce sont des points précis pour démontrer qu'il s'agit d'un génocide. Il ne s'agit pas simplement de mouvements de foule désorganisés qui d'un seul coup se sont dit « c'est lamentable cette situation, il faut faire quelque chose ». Donc là, tout est coordonné, on sait exactement où il faut aller, et je vais vous poser une question très simple. Imaginez par exemple un génocide sans train. Vous allez voir un petit problème. Le premier problème, c'est si vous ne pouvez pas les déplacer rapidement, il faut les éliminer sur place. Et si vous les éliminez sur place, tout le monde le voit. Eh bien, vous allez vous rendre compte qu'en fait, le train est un instrument pour le génocide. Et ensuite, ça a évolué ensuite avec les chambres. Et l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de déplacer massivement des personnes tout en étant relativement discret, en ayant des personnes qui sont persuadées qu'elles vont continuer à vivre, donc elles sont prêtes à sacrifier certaines de leurs choses pour se rendre compte, en fin de compte, que finalement elles étaient menées au camp de la mort. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec le génocide des Arméniens. Donc cette méthodologie est la première fois mise en place à cette époque pour essayer d'éliminer sans laisser de traces. Parce que c'est vraiment l'objectif même du génocide. Donc ça a été très bien étudié par Stanton avec les 8 phases de Stanton qui définit un génocide qui passe par le processus de déshumanisation. Et vous allez vous rendre compte qu'il prévoit son effacement. C'est-à-dire, en fait, le génocide idéal, c'est le génocide qui n'existe pas. Vous allez me dire, quel est l'intérêt? Eh bien, c'est très simple. Si un génocide n'existe pas, il n'y a pas de victime. Donc, quand vous dites que vous êtes victime de génocide, et on vous dit qu'il n'y a pas eu de génocide, eh bien, vous êtes simplement victime. Alors là, après, on se met d'accord pour dire que vous étiez victime d'un massacre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de massacre d'1,5 million de personnes. Parce qu'un massacre, ça s'organise. Je vais vous donner un autre exemple avec le Rwanda. Le Rwanda, ça s'est passé en 1994. Vous étiez tous vivants. Vous étiez tous au courant. On a des moyens qui n'ont rien à voir avec l'époque. Et pourtant, on a mis presque 3 ans pour se mettre d'accord qu'il s'agissait d'un génocide. Et on a mis 10 ans pour voter le 7 avril comme date du génocide du Rwanda. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ça s'est passé en 1994. On a mis 10 ans pour le faire, et des fois, les gens se demandent comment ça se fait que les Arméniens continuent à parler de leur génocide 100 ans après. Et parce que justement, à l'époque, comme les moyens de communication, de télécommunication, et les moyens de diffusion sont complètement différents, il faut prouver absolument tout. Et pour prouver absolument tout, il faut des années de recherche. Parce que effacer des traces, c'est justement la problématique du génocide. Ils veulent effacer toute trace avant même de commettre le génocide. Ça, c'est quelque chose vraiment de particulier parce que la plupart des gens, quand ils essaient d'éliminer quelqu'un, ils ne pensent pas qu'ils veulent éliminer leur propre acte. Or, le génocide, c'est ce qu'il prévoit. Il prévoit qu'à la fin du processus, plus personne ne se souvienne de quoi que ce soit. Donc, quand vous éliminez un village entier, qui va dire que le village est éliminé? Il faut des témoins. En fait, il n'y a pas de témoins. Et quand les gens sont témoins, ils sont témoins de choses tellement anodines. Pourquoi? Parce que le génocide utilise un système cumulatif. C'est-à-dire, en fait, il segmente, et chacune des personnes ne connaît que très peu de choses, et au bout d'un moment, même si vous interrogez les génocideurs,
vous allez vous rendre compte qu'ils vont vous dire « mais moi j'ai simplement amené les gens d'un point A à un point B ». L'autre va dire « moi je les ai mis dans cet endroit-là, cette prison, on m'a dit qu'ils étaient emprisonnés, moi je les ai libérés, je les ai mis dans une autre prison, moi je les ai fait marcher, moi je les ai mis dans un train, moi je les ai mis dans une chambre ». En fait, tout le monde a fait son devoir. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait on a des directives effectives, officielles, de la part de l'État. Et là le problème qu'on peut se poser, ici en France, est la chose suivante. Il y en a combien d'entre nous qui seraient capables de désobéir si un État entier leur disait de faire quelque chose? Bien sûr, on aime bien gueuler. On aime bien dire notre mot. Enfin bon, jusqu'à un certain niveau. Hein. Alors, comme c'est des choses qu'on a vécues en France avec l'occupation, on sait très bien qu'il y a une grande difficulté à se révolter. Et des fois, il y a une grande difficulté à prendre conscience de la nécessité de se révolter. Parce qu'on n'est pas au courant de tout. Donc on se dit, mais c'est pas possible, ça ne peut pas exister, c'est trop énorme. Et en réalité, justement, un génocide se cache aussi derrière son énormité. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépasse l'entendement humain, et comme ça dépasse l'entendement humain ne réagit pas. Et on dit simplement, ce n'est pas possible. Tout ça pour vous dire donc que la difficulté du génocide des Arméniens provient simplement de la distance temporelle, mais en même temps, il faut vous rendre compte qu'un génocide ne peut pas être prescrit. Donc le temps est avec nous. Et c'est ça la difficulté pour le génocideur qui continue à nier, c'est qu'en fait, on ne peut pas effacer ce processus, comme les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Donc on a le droit de juger les gens des décennies après les événements, sans aucun problème. Et ça nous permet en fait d'établir une stratégie. Qu'est-ce que ça veut dire une stratégie dans ce contexte? Vous allez me dire, mais est-ce qu'on peut définir une stratégie quand on est victime? Oui, parce qu'en fait, il ne suffit pas d'avoir raison, il ne suffit pas de dire la vérité, il faut la prouver. Parce que quand on passe en cour de justice, quand on passe au tribunal international, il faut prouver les faits. Il ne suffit pas de dire « je suis survivant d'une victime, je pense que j'ai raison, donnez-moi raison », et l'autre personne sera condamnée. Eh bien, cette difficulté-là se retrouve pour l'ensemble du génocide. Et là, maintenant, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est la chose suivante. On a une triade de génocides. Donc, le génocide des Arméniens, des Assyriens et des Grecs. Et maintenant, les dernières reconnaissances qu'on obtient, on arrive à les faire ensemble. Ce changement de situation a eu lieu pour la première fois en 2006, avec une résolution du Parlement européen, qui a reconnu cet ensemble-là comme des crimes contre l'humanité. Et ensuite, le premier résultat tangible a été la reconnaissance par la Suède en 2010. Par la suite, ce sont deux régions de l'Australie qui ont décidé de gérer cet ensemble de génocides d'un seul tenant. Alors, vous allez me dire quel est l'intérêt? Eh bien, l'intérêt est le suivant. Quand les personnes étaient génocidées, en général, entre amis, ils essayaient d'aider les uns les autres. Et maintenant, on peut se rendre compte à l'envers que si on a eu un génocidé dans un immeuble, et ensuite on en a eu un autre dans le même immeuble, mais il appartenait à une autre catégorie, c'est peut-être parce que ça a été le suivant. Et bien là, on se rend compte que cette difficulté nous permet de montrer maintenant la nécessité d'une stratégie. Cette stratégie, c'est l'union de ces génocides pour permettre des reconnaissances plus effectives et plus efficaces. De cette façon, on se rend compte que le génocideur est plus ennuyé. Et maintenant, revenons au plan symbolique. Sur le plan symbolique, des fois, on fait des monuments. En faisant des monuments pour le génocide, la première fois qu'on en a fait, on se disait, il faut en faire. Ensuite, on s'est rendu compte de la chose suivante. Il ne suffit pas d'en faire, il faut les mettre à des endroits stratégiques. Si vous ne le faites pas, eh bien, ce sont des monuments inutiles. S'il n'y a pas de réaction de la part de la Turquie par rapport à l'érection d'un monument, ce n'était pas la peine de le faire.
Pourquoi? Bien parce que tout simplement, si vous faites un acte qui est efficace, il est forcément gênant pour la personne qui a commis le génocide. S'il n'est pas gênant, alors cet acte est inutile. Et ça, c'est une difficulté, parce qu'au départ, on avait l'impression que tout acte suffit pour justifier de ce principe. En réalité, maintenant, on sait qu'il faut des actes bien choisis. Et ces actes bien choisis, ce sont les reconnaissances, ce sont les monuments, mais pas n'importe où, dans un certain cadre. Et c'est pour ça que vous voyez, à l'occasion du centenaire, l'importance qu'on donne à ce point de vue, parce qu'on se rend compte que d'un côté, on a des victimes qui travaillent au départ séparément, de l'autre côté, on a un appareil étatique, financé, parce que je vous signale que juste pour cette année, pour le 2015, la Turquie a décidé de créer une commission en Turquie pour accuser de propagande toute structure qui suggère qu'il y a eu un génocide en 1915. Donc c'est pour vous rendre compte en fait d'une différence et d'une asymétrie fondamentale et de la difficulté qu'il y a à opérer de cette manière. Donc la difficulté aussi, et là on a une autre habitude au sein de la communauté arménienne, c'est qu'on pense que les reconnaissances sont obtenues par les communautés. Et donc en fait on se dit si la communauté n'est pas assez grande, ben, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit. En fait on oublie quelque chose. Ce qui est important c'est l'efficacité. C'est pas la taille de la communauté. Des fois la communauté est très importante, mais elle est totalement intégrée et ils considèrent qu'il vaut mieux ne pas s'occuper de ce genre de choses. Et des fois, on a des communautés bien plus petites, bien plus efficaces, qui obtiennent des reconnaissances fondamentales. Je vous donne l'exemple de la Suède. La Suède, elle a voté au Parlement la reconnaissance du génocide des Arméniens. Le vote, le résultat, c'était 131 pour, 130 contre. La différence se fait avec une personne. Alors, essayez maintenant de voir ce qui se passe, l'effet, si vous voulez, cumulatif, quasiment mathématique. Au départ, vous avez quelques Arméniens qui informent. Ceux-là, ils vont informer l'appareil, le Parlement. Dans le Parlement, il va y avoir énormément de problèmes. On va avoir quasiment une équivalence. La différence, ça va se faire sur une unité. Mais grâce à cette unité, la Suède tout entière a reconnu le génocide. Bien, je peux vous assurer que vous n'avez qu'à regarder les problèmes des populations et vous allez vous rendre compte que la taille de la communauté arménienne, si c'était le seul critère pour avoir des reconnaissances, eh ben on n'en aurait pas autant. Non. En fait, il y a des gens qui arrivent à travailler de façon très efficace en étant professionnels sans être professionnels. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est simplement par leur valeur et la prise de conscience de la nécessité de faire ces actes qui réussissent à faire des choses qui sont complètement impensables et des fois qui surprennent bien même un système étatique. Donc, il faut vous rendre compte, et je pense que c'est spécifique aussi à Clermont-Ferrand, que ce n'est pas simplement le génocide des Arméniens. On est en train de parler du génocide des représentants de l'humanité. Donc c'est un point que je n'ai pas abordé, je le fais maintenant, pourquoi ? Parce que des fois, on a l'impression, je parle maintenant spécifiquement aux Français qui n'ont rien à voir avec les Arméniens, qui ne sont même pas des descendants, et qui se posent des fois la question, comment prendre position quand on ne connaît rien ? D'abord, il y a la remarque d'Elie Wiesel, qui dit que si vous êtes neutre entre le bourreau et la victime, vous êtes du côté du bourreau. Donc c'est bien de s'informer, déjà. Deuxièmement, eh bien, les documents sont ouverts à tous. Donc, il n'y a pas de problème pour trouver de la documentation. Troisièmement, il faut réaliser que ce ne sont pas les Arméniens spécifiquement en tant qu'Arméniens qui ont été éliminés. Ce sont des entités non turques, non musulmanes qui ont été éliminées. En réalité, ce n'est même pas ça. En réalité, ce sont des entités non barbares. Parce que c'est une barbarie, un génocide. Donc en fait,
Si vous ramenez ça à l'humanité, vous avez un affrontement entre une barbarie qui effectue des génocides, peu importe laquelle, et l'humanité qui les subit et qui essaye de survivre. Donc, la question est la suivante, ce n'est pas parce qu'on est en France et qu'on est français qu'on n'est pas concerné par le génocide des Arméniens. En fait, n'importe quel Français, donc dans cette patrie des droits de l'homme, est concerné par tous les génocides. Parce qu'un génocide n'a pas lieu d'être. Le problème, c'est que on ne réalise pas, dans un premier temps au moins, qu'il ne s'agit pas d'un acte altruiste. C'est pas parce que vous êtes français et que vous vous intéressez au génocide des Arméniens que cela s'effectue par altruisme. Ce serait idiot. Parce qu'on ne peut pas être altruiste pour un génocide. C'est trop gros. C'est inconcevable. En réalité, il faut réaliser que le génocide des Arméniens est un crime contre l'humanité. On ne dit pas un crime contre l'Arménie. Vous voyez, c'est un crime contre l'humanité. Ça veut dire qu'en fait, on a éliminé des représentants de l'humanité. C'est ça l'idée. Donc si vous comprenez de cette façon, vous allez vous rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un processus local, une sorte de guéguerre entre les Arméniens et les Turcs, ça n'a rien à voir. Et ce n'est pas non plus contre les Turcs. Ça aussi, c'est une erreur. La reconnaissance du génocide, la pénalisation, ce n'est pas à l'encontre de la Turquie. Ça, c'est une idiotie. Les Turcs sont un peuple comme tous les autres, ils ont les mêmes droits que les autres. Simplement, si des personnes ont commis un génocide, il faut qu'ils le reconnaissent aussi. C'est ça la différence. Donc, tout cet ensemble-là n'est pas un processus qui pourrait être qualifié de raciste en disant les uns sont des bons et les autres sont des mauvais. C'est pas ça du tout. C'est le problème de l'humanité. Et l'humanité, vous voyez, la difficulté, c'est ses représentants. Alors pour vous, entre guillemets, d'étendre et vous donner un exemple concret, repensez à la pièce de Samuel Beckett avec Vladimir Estragon et on a une personne qui leur demande de l'aide. Ils réfléchissent, ils ont peur de cette personne. Et ils disent, mais si nous, on ne l'aide pas, c'est l'humanité qui les aide. Vous voyez, la question qu'on peut se poser, en fait, en France, et à Clermont-Ferrand, c'est que si nous, on ne fait rien, s'il n'y avait que nous, c'est l'humanité tout entière qui ne ferait rien. Vous voyez, donc ce n'est pas du tout un point de vue spécifique à l'arménité, c'est plutôt que l'arménité nous montre la voie de l'humanité. C'est-à-dire qu'elle nous montre que comme le génocide a été commis, que comme être arménien est déjà un acte de résistance à l'heure actuelle, parce que normalement, ils auraient dû être tous éliminés, ils sont aussi une preuve de l'inefficacité de l'appareil mis en place, puisqu'il y a des survivants, et en même temps, ils nous montrent l'exemple comment aller dans le sens des processus de réparation. Donc c'est très important de s'en rendre compte, je reparle aussi aux Arméniens maintenant, et de se rendre compte que on n'est plus dans un sens de négation de l'existence d'un problème. Ce n'est pas un sentiment de fierté, c'est un problème en fait de montrer la voie. Les Arméniens, quand ils sont conscients de ce qui s'est passé, et quand ils représentent un peuple qui a été capable de survivre à un génocide, ils nous montrent l'exemple de la résistance et du sacrifice. Ils nous montrent en même temps comment on peut être innocent au départ et par la suite devenir juste. Parce que c'est ça la problématique. Les gens en France, par rapport au génocide des Arméniens, c'est très simple. Ils peuvent être soit justes, c'est-à-dire en étant combattants pour la reconnaissance et la cause arménienne, soit indifférents. S'ils sont indifférents, comme on l'a dit précédemment, ils sont du côté du bourreau. Parce qu'en fait, dans l'humanité, il n'y a pas de place à l'indifférence. C'est soit vous êtes humain, soit vous n'êtes pas humain. Vous ne pouvez pas dire « je suis indifférent à l'humanité ». Donc, cette problématique est fondamentale, et le génocide, si vous voulez, des Arméniens, nous la met en évidence, et nous dit finalement, toi,
tu as fait quoi pour ça? Bien, moi ce que je vois, au moins aujourd'hui, c'est que vous auriez pu rester chez vous, vous auriez pu être en vacances, vous auriez pu ne pas venir, vous auriez pu ne pas vous intéresser à ça, et si vous êtes là, c'est que vous avez déjà fait quelque chose. Donc pour ça, il faut vous remercier et vous dire que on n'a pas fini, ça continuera. Ne pensez pas à des choses immédiates. Vous avez vu des choses nouvelles, comme la reconnaissance du génocide par le pape. C'est vraiment un très grand changement. En ce moment, on est en train d'attendre pour vendredi, sans doute la reconnaissance du génocide par l'Allemagne. Et je pense que vous pouvez comprendre que c'est hautement symbolique, puisqu'il s'agit d'un pays qui a reconnu avoir commis dans son passé un génocide. C'est un pays qui connaît cette problématique, c'est un pays qui a une population turque, et malgré ça, il se prépare à reconnaître le génocide des Arméniens en considérant que c'est un devoir vis-à-vis de l'humanité. Donc c'est dans ce sens-là que nous continuons ce travail et ce combat unis du côté des justes et des innocents contre la barbarie. Merci bien.